plaisir de vous présenter ou de vous introduire donc M. Jimédo Kondo. Donc il nous a fait plaisir de faire cette semi-plénière. Donc Jimédo, c'est quelqu'un qui a une grande palette de talents. Et en fait, il est un peu ici pour représenter la communauté génie civil, qui est présente à l'AFM à travers de manifestations dont tout le monde sait très bien que, aussi bien dans le domaine du génie mécanique des matériaux ou de génie civil, la mécanique est présente. Et je pense qu'il va vous en faire la démonstration. Jimédo. Merci beaucoup, Philippe. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité scientifique qui m'avait invité pour ce séminaire. Ma première réaction a été d'être très heureux de pouvoir faire ceci. J'ai eu une deuxième phase d'enquête pour plusieurs raisons. La première, c'est un peu contenu dans ce que Philippe vient de dire. J'ai un collègue qui me disait très souvent que le problème en géomécanique, c'est qu'il y a trop de géo. Donc, évidemment, dans géomécanique, il y a géo et mécanique. Et en fait, ce que je vais essayer de montrer dans ma présentation, c'est dans quelle mesure la micromécanique contribue donc au développement de la géomécanique dans cette dernière période. Alors, dans cette deuxième classe, en fait, qui était souvent répété, je me suis dit la seule façon de s'occuper, c'est d'écrire un petit test sur ce que je vais raconter. Donc je me suis permis d'écrire une vingtaine de pages, donc, que vous pourrez trouver donc, dans les actes du CFM et donc qui complétera un peu le propos que je vais tenir ici. Pour commencer, je dois peut-être remercier, bien que j'assume complètement la responsabilité de mes propos ici, je dois associer un certain nombre de collègues dont la liste est longue. Je ne vais pas répéter, en particulier le groupe multi-échelle à l'école des ponts et chaussées, donc Luc Dobbin en particulier, avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a discuté pendant des années sur des idées qu'on avait développées sur le pouvoir. Ici, mes collègues de Lille et puis d'autres qui sont sur le transport. Donc, je me répète, le terme, c'est donc la micromécanique et le comportement des géomatériaux. Est-ce que tu peux mettre le micro un peu plus près? Donc, le comportement des géomatériaux, je ne sais pas si c'est la lumière. Peut-être plus près de ta source. Est-ce qu'un micro travail, tu l'as posé? Ça, c'est pas ça va. Donc, la thématique, c'est donc la micromécanique et le comportement des géomatériaux. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de préciser en quoi c'est utile. J'ai structuré mon exposé autour de deux grandes classes de matériaux, les matériaux que je vais désigner par quasi-fragiles, donc j'expliquerai un peu de quoi il s'agit, et puis les matériaux ductiles. Et dans ces deux cas, le fait d'ailleurs de faire cette séparation n'est pas artificiel, d'abord parce que les mécaniques de déformation sont radicalement différentes quand vous passez d'une classe de matériaux à l'autre. C'est surtout les outils de la micromécanique qu'on va mettre en place pour décrire le comportement de ces deux classes de matériaux sont aussi différentes, et donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est tout à fait justifié que je les présente ici. Et puis je finirai par quelques conclusions et quelques défis. Alors la géomécanique, c'est un domaine qui est assez vaste. D'emblée, je vais dire les choses dont je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas des sols, bien que je pense que certains outils peuvent se transposer. Je ne parlerai pas des bétons non plus, même bien que les idées que je développe s'appliqueraient pour une grande partie au béton aussi. Je vais me concentrer plutôt sur les roches, dont les domaines d'application sont énormes aussi. Ça peut concerner l'ingénierie pétrolière, mais je vais axer plutôt sur le stockage de déchets radioactifs. Donc vous savez que la France, comme les grands pays occidentaux, ont choisi de stocker des déchets radioactifs qui sont produits dans le domaine du nucléaire. Et en particulier, la France a choisi de faire du stockage souterrain. D'autres pays font aussi du stockage souterrain. Donc l'image que je vous avais montrée au départ, c'est la carte en fait des laboratoires souterrains en Europe. Et donc vous verrez sur cette carte qu'il y a du granit, qui est un matériau fragile, des argilites qui sont des matériaux plutôt à tendance ductile, et puis il y a le sel qui est particulier, qui a un comportement différé. Et je vais me concentrer donc sur les quasi-fragiles. Donc vous voyez quelques avantages et inconvénients de ces matériaux. Donc le granit, c'est typiquement ce qu'on a choisi en Suède. Donc c'est un matériau plutôt qui a eu une faible perméabilité, mais qui a eu une grande susceptibilité à la multifissuration.
avec un réseau de fissuration qui peut être très compliqué, donc il s'agit de rendre compte pour deux raisons. D'abord la mécanique, mais aussi ce qu'on appelle les propriétés de transport, à savoir les propriétés de perméabilité ou de diffusion. Donc, deuxième classe de matériaux, c'est les argilites, donc c'est celui dont je parlais pour la France tout à l'heure. Il s'agit en particulier pour nous de l'argilite de Callao-Australien qui a des propriétés de plasticité, qui a une de forte capacité de rétention, c'est-à-dire de se refermer sur lui-même, et qui a des propriétés de transport, en particulier la perméabilité très très faible. Donc, très longtemps, en France, on avait hésité entre le granit qui se trouve dans la Vienne et l'argilite du Callao-Australien. Et depuis une quinzaine d'années, le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est de focaliser l'attention plutôt sur cette roche pour les propriétés qui sont indiquées ici. Alors, de quoi il s'agit? Si vous regardez, donc voici une image du laboratoire souterrain qui se trouve en Meuse-Haute-Marne, donc à plus précisément. Donc, on vient faire le stockage entre 420 et 500 mètres de profondeur dans la couche argileuse ici. Et il se fait que si vous regardez ce matériau de près, c'est un matériau fortement hétérogène au sens où vous avez une matrice argileuse, c'est ce qui est en jaune ici. Et puis, vous avez des grains de quartzite et de quartz qui viennent renforcer. Et je vous montrerai beaucoup plus tard. Si vous regardez à l'intérieur de cette matrice argileuse, il s'agit d'une matrice qui est fortement poreuse et donc il va falloir prendre en compte cette porosité. Qui plus est, la porosité ou même la composition du matériau varie lorsque vous changez de profondeur, donc entre les 400 et 500 mètres. Vous avez une très grande variabilité qui est liée tout simplement au fait que ce composite naturel, sa composition change au cours du temps. Donc il y a des gens qui travaillent beaucoup sur l'imagerie de ces matériaux, en particulier Michel Bordet va présenter un talk où il va insister sur les questions d'humidité dans ce matériau en lien avec l'imagerie, donc je vous conseille vraiment ce temps. Il y a celui de François Lidossi, qui est, comme vous le savez, un spécialiste de l'imagerie et de la tomographie en particulier. Donc François ne parlera pas de ce type de matériaux, mais plutôt des quasi fragiles, et il parlera sans dévoiler son exposé, il parlera essentiellement du plateau, si j'ai bien compris. Donc je vais entamer la première partie maintenant, qui est donc la déformation des milieux quasi fragiles et les outils qu'on peut mettre en place pour la description de ce type de matériaux. Voici une image, donc c'est des collègues de l'Université de Lorraine qui m'ont repassé ça, donc, autour de François Zoma. Vous avez une carte donc, de la microstructure du matériau, de la microfissuration, à des niveaux de déformation ou de changement relativement élevés. Donc c'est des essais en géosciences, ils sont très doués pour ça, donc, et ils font de l'imagerie, de la cartographie de cette microfissuration et conçu au cours du temps. Donc ils sortent des choses comme les diagrammes, les distributions de densité de microfissuration que vous pouvez avoir, donc c'est la même image que c'est. Donc là, quand vous êtes en face de ceci, la question que vous vous posez, c'est, j'ai choisi exprès un état où la microfissuration est assez avancée, pour des changements plus élevés, c'est beaucoup moins dense que cela, mais il s'agit bien de cela que vous voulez modéliser. Et donc, l'une des premières choses qu'on doit choisir de faire, c'est de choisir un volume qui soit représentatif donc, de ce type de milieu. Donc, on utilise souvent cette méthode-là que j'appelle la méthode Coué du micromécanicien. C'est malgré la complexité donc, de cette microfissuration, je vais faire un certain nombre de simplifications qui va consister essentiellement à décrire la distribution de densité de microfissures dans cet élément. Et donc, je peux repartir des diagrammes dont je vous ai parlé qui sont obtenus expérimentalement comme base de travail et essayer de construire donc, des outils de la microfissuration. Donc, cette chose elle va très loin parce que non seulement vous voulez prévoir la mécanique, les propriétés mécaniques, mais vous voulez prévoir aussi les propriétés de transport. Donc, vous avez intérêt à faire une description assez correcte donc, et surtout de description de l'évolution de cette type de microfissuration. Donc, je vais focaliser mon attention en fait sur les questions de poroélasticité couplées à l'endommagement. Donc, en géomécanique, c'est des sujets qui sont très courants. Et donc, vous avez non seulement une sollicitation mécanique, mais vous avez une pression interstitielle dans ces milieux. Et donc, il s'agit de faire jouer à la fois le rôle du fluide qui est présent
dans ces milieux et du changement mécanique que vous avez. Donc, il se fait qu'il y a deux pionniers dans ce domaine, donc Maurice Biot, d'ailleurs, mécanicien belge qui a émigré donc aux États-Unis, qui en 1941 a introduit la théorie de la poroélasticité. Biot a fait des tas d'autres choses, et si vous êtes acousticien, vous avez déjà entendu parler. Donc, qui a construit une théorie de consolidation qui est la base en fait de la poroélasticité. Beaucoup plus tard, Olivier Coussy, à l'école des ponts, qui nous a malheureusement quitté trop tôt, Olivier Coussy a formalisé la théorie de la poroélasticité, ou pour dire la poromécanique, en l'intégrant, l'insérant correctement, complètement dans un cadre thermodynamique approprié qui permet de traiter des couplages multiphysiques de plus grande envergure que le couplage entre l'élasticité et le caractère poreux du milieu. Donc, on va dire la base de ceci, je n'ai pas dit de Biot parce qu'il y a de nombreux livres d'Olivier aussi, je pense, qui sont utiles, je reviendrai encore tout à l'heure là-dessus. Donc, dans ce qui me concerne ici, de quoi il s'agit, je vais supposer que j'ai idéalisé mon volume élémentaire représentatif et que ce volume, j'en ai eu une description relativement précise au sens de ce que j'avais indiqué tout à l'heure. J'ai deux paramètres de changement. Le premier paramètre, c'est le paramètre mécanique, donc il y a là la déformation macroscopique est posée sur votre volume élémentaire. Et le champ de pression, qui est supposé être une donnée aussi, vous avez une variation possible, vous pouvez prendre la masse fluide comme la composante principale, mais c'est plus simple de votre point de vue, donc de mettre ce champ de pression. Et alors, donc, le problème que vous voulez résoudre d'homogénéisation, c'est de trouver la voie de comportement macroscopique d'un tel milieu avec ces deux types de sollicitation. Il se fait qu'en micromécanique, c'est un problème relativement simple, un problème d'homogénéisation linéaire avec une précontrainte qui est le champ de pression qui est hétérogène. Donc une fois que vous avez fait ça, on a les bons outils, en particulier ceux qui paraissent bien. Vous avez le théorème de Lévy qui permet donc de s'en sortir. Et donc vous pourrez résoudre ce problème d'homogénéisation à une condition, c'est de traiter les fissures comme une inclusion des chélis, des inclusions qui sont très aplaties. Et donc, du point de vue géométrique, ça demande de faire un peu plus attention. Une difficulté, dans le cas des fissures aussi, c'est les non-linéarités qui viennent du fait que les fissures, selon les sollicitations que vous avez, vous pouvez les fermer. Donc, vous passez d'un régime où les fissures sont ouvertes à un régime où c'est fermé. Donc, ça introduit une non-linéarité qui vient de la géométrie de la fissuration. Donc, vous devez être très attentif et prendre en compte ceci. Donc, en gros, vous voulez savoir quelles sont les propriétés effectives poroélastiques. Donc, j'avais fait le pari que je ne mettrais pas beaucoup d'équations dans tout exposé, mais en fait, j'ai perdu déjà, donc je ne vais pas citer avec qui j'ai fait ce pari. Donc, je vous donne un petit coup. Lorsque vous faites cette analyse, donc, ce que vous voulez sortir, en fait, c'est les éléments de la thermodynamique du milieu poroélastique. En particulier, vous avez besoin d'un potentiel thermodynamique pour décrire ce comportement effectif. Tout calcul fait, ce qu'on observe, c'est donc que ce potentiel qui est paramétré par la déformation, la pression, les deux paramètres de changement, mais l'état de microfissuration que j'ai noté génériquement, et ici ça peut être un scalaire ou un tenseur de n'importe quel ordre selon le niveau de description, se présente sous cette forme où vous avez une contribution essentiellement de la mécanique, donc c'est l'énergie élastique ici, une contribution de la pression, deux contributions de la pression qui sont sous cette forme, où vous avez un couplage entre la pression, la déformation et la pression tout ça. Ça, c'est les équations de Biot. Il n'y a rien de plus. La seule nouveauté, c'est que la micromécanique me donne des informations qui sont à l'intérieur de ces quantités, en particulier leur dépendance avec D. Donc, Maurice Biot avait bien écrit ça avant. Vous avez les lois d'état qui sont là. En particulier, je commencerai à insister sur la seconde loi d'état qui est en fait la variation de porosité lagrangienne donc du milieu, qui est directement donnée par la dérivée de cette quantité par rapport à P. Ce qui est nouveau, dans le cas qui m'intéresse pour l'engagement, c'est que vous avez également une loi d'état qui fait intervenir le taux de restriction de l'énergie par rapport donc, à l'environnement. La très bonne nouvelle, c'est que lorsque vous faites ce calculer l'analyse micromécanique qui va avec, vous pouvez montrer que, en fait, ces quantités qui sont là, B et N, sont reliées à C1, c'est-à-dire l'élasticité effective du milieu, par des relations qui sont des relations explicites. Autrement dit, vous savez faire de l'élasticité, alors vous êtes surdoué en poroélasticité, puisqu'il n'y a rien de nouveau. La seule chose que j'ai à faire, c'est de calculer l'élasticité effective du milieu
dans des lieux B et L, et donc de construire en loi de comportement en particulier, on montre que dans les milieux fissurés, la contrainte effective de tels actes, à savoir sigma plus P identité, donc la pression intervient simplement sur son terme normal, ben, elle n'a pas une contrainte qui joue dans l'évolution du système, donc de l'endommagement. Donc c'est quelque chose qui est très, très intéressant, et donc vous êtes ramené à une situation relativement simple, qui consiste à dire si je veux résoudre le problème de poroélasticité. Alors, il suffit que je sache faire la mécanique correctement. Et donc, vous avez dans votre tiroir un certain nombre de schémas d'homogénéisation qu'il faut utiliser. Et là, vous devez quand même faire attention au sens où les objets que vous traitez sont des objets très particuliers. J'ai dit la géométrie des fissures, c'est des ellipsoïdes aplatis. Donc, il y a quelques petits pièges à l'intérieur, mais si vous regardez l'ensemble des schémas, celui qui apparaît comme étant le plus approprié, le schéma de Ponte-Castagnoli, ce qui a le bon goût de prendre en compte les interactions entre les fissures, mais aussi leur distribution spatiale, l'organisation de la microstructure, et donc c'est celui-là qu'on va privilégier. Pour d'autres raisons qui sont liées cette fois-ci aux propriétés de transport, à savoir la perméabilité, je peux être amené à choisir plutôt un schéma autocohérent qui sort un certain nombre de résultats comparables à de la percolation, même s'il n'y a pas de percolation dans les schémas d'homogénéisation. Donc on peut être amené à privilégier ça, c'est quelque chose que nous allons faire avec lui dans très longtemps. Alors la mauvaise nouvelle, elle est la suivante, c'est que autant la micromécanique me donne les informations sur l'énergie potentielle du système, je n'ai aucune information sur l'évolution du système, ou plutôt la dissipation au cours de l'évolution. Et ça, c'est un point de blocage, ça reste un problème encore ouvert. On avait fait une tentative il y a une dizaine d'années où on a identifié une situation pour laquelle on peut faire cette construction. Cette tentative, elle marche dans ce cas, mais elle n'est pas générale. Donc je vais éviter d'en parler. Et donc, c'est bien un problème, et je pense que le problème, il est même plus du côté de l'expérimentation. Aujourd'hui, il va falloir que les gens qui font de l'expérimentation sur ces milieux soient capables de nous dire, au cours de l'évolution du système, au niveau d'endommagement ou de vitesse d'endommagement, comment évolue l'énergie dissipée dans ce système, et ça reste un problème ouvert. Alors, la façon dont on fait dans ce cas, bah, c'est de se rabattre sur un outil qui marche très très bien aussi, c'est la thermodynamique des processus irréversibles, comme si je faisais une approche macroscopique et je me donne un potentiel de dissipation, et donc là je choisis ce qui se fait classiquement par tout le monde, on va choisir un potentiel de dissipation qui a le bon goût d'être une fonction homogène de degré 1 en D, des points, et donc qui permet de décrire les situations pour des comportements indépendants du temps. Ceci correspond à un critère d'endommagement qui est celui que j'avais évoqué auparavant. Donc vous avez fait ce joli modèle, d'accord, même si j'ai simplifié un peu le propos ici, et donc vous avez envie de l'appliquer. Donc vous pouvez l'appliquer à un certain nombre de situations. Celle pour laquelle ça marche très bien, c'est lorsque vous avez des sollicitations de type traction, où les fissures, vous les ouvrez, donc vous n'avez aucun problème de contact unilatéral, bah, ça marche très très bien, et vous pouvez voir ici, c'est juste un exemple, c'est pas plus que ça, vous pouvez voir la différence entre trois schémas d'homogénéisation et ceux de Ponte-Castagnoli, qui correspondent aux essais de Gilles il y a quelques temps. Là, on arrive à un des problèmes qui a occupé la communauté française pendant très longtemps, c'est la gestion du contact unilatéral entre les lèvres des fissures. Donc vous avez deux fissures, lorsque vous comprimez, bah, vous faites du contact unilatéral, les deux lèvres ne passent pas. Et c'est un problème difficile parce que ça introduit également une non-linéarité. Donc il y a des équipes qui avaient travaillé dessus. Je citerai en particulier les travaux très longtemps d'Andrieux. L'équipe de Poitiers autour de Dragon et Damien avait beaucoup travaillé. Et avec Hélène Wellman, on a également fait des choses là-dessus. L'idée principale qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez écrire proprement les choses, vous devez à la fois construire un modèle pour lequel vous avez une discontinuité dans l'élasticité quand vous passez de l'ouvert à fermé, mais vous avez une continuité imposée pour la réponse mécanique. Et il y a un théorème qui a été introduit, donc établi par Cuvier, qui a été beaucoup utilisé par Daniel, mais Dragon en particulier. Donc, ce théorème vous permet de construire le modèle macroscopique respectant les conditions que je viens d'indiquer. Il se fait que lorsque vous faites l'analyse micromécanique, la bonne nouvelle, c'est que ces conditions sont automatiquement satisfaites. Donc, montrant que les conditions de la micromécanique sont tout à fait intéressantes.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, beaucoup plus délicat, c'est la prise en compte des phénomènes de frottement qui peuvent apparaître sur les lèvres des fissures. Vous avez deux fissures et une fissure qui rentre, les faces rentrent en contact. Si vous sollicitez, ils vont glisser et frotter. Et donc, ça introduit une dissipation par friction sur les lèvres des fissures. Et vous devez prendre en compte ça. Bon, j'ai cité quelques références, ça me dira à nouveau. Didier Hall, donc, travaillé avec François ici il y a quelques années. Donc, vous êtes à la tête maintenant d'un modèle d'homogénéisation qui prend en compte d'abord le rôle de l'endommagement, le contact unilatéral et les possibilités de friction sur les lèvres des fissures. Il se fait que même là, pour ce dernier étape, vous devez être un peu attentif sur le modèle de friction que vous construisez à petite échelle. Ce qu'on avait fait, on s'est appuyé sur un modèle qui était proposé dans la tête de Pierre Sucré, et donc qui est un modèle plutôt associé, donc qui est un modèle où à la fois vous faites du frottement, mais vous avez la possibilité de faire de la dilatance qui correspond à des aspérités qui sont connues en mécanique sur les lèvres des fissures. Donc, ce modèle, qui est un modèle relativement complet, puisque vous prenez en compte toute la fissuration et les différents flux. Vous pouvez, ici, c'est un essai triaxial de révolution qu'on fait en mécanique des roches. On met une pression de confinement et on vient charger ici. Donc, si vous faites ça, si vous faites par exemple des décharges, vous regardez à l'échelle macroscopique, tout se passe comme si vous avez un modèle de plasticité couplé à l'endommagement, parce que vous avez, à cause des frottements sur les lèvres des fissures, vous avez donc des phénomènes de friction qui vont apparaître et qui génèrent des déformations permanentes. Là, c'est un essai triaxial vrai. Les trois directions sont indépendantes. Je n'aurai pas le temps de rentrer dedans, mais c'est des essais qui sont assez difficiles à reproduire en mécanique des roches, notamment les gens utilisent des modèles de plasticité très compliqués, mais qui n'arrivent pas. Donc vous avez ça, l'étape d'après, c'est de prendre ce modèle, de l'intégrer dans un code de calcul en particulier. On avait choisi Abacus, et donc vous modulez ça, vous êtes capable de faire un certain nombre de calculs, et donc en particulier, c'est des calculs pour prévoir l'écaillage autour des cavités souterraines. Les écaillages, c'est les zones de rupture qui apparaissent. Donc lorsque vous chargez, en particulier, donc c'est l'espèce de zone endommagée ici, ma question c'est de savoir prédire ces zones endommagées. Dernière chose, vous pouvez comparer aussi les résultats aux résultats de convergence. Les résultats de convergence, c'est les déplacements radiaux sur le bas de la cavité qui sont obtenus par des extensionnels. On va dire que qualitativement, les choses vont relativement bien. D'accord? Mais vous ne devez pas oublier que lorsque vous êtes en présence de phénomènes d'endommagement, même ici, si la situation est relativement simple, parce que je n'ai pas beaucoup d'adoucissement, il y a le problème éternel donc, de la sensibilité au maillage dû en fait à des possibilités d'adoucissement. Et donc, autant ici les choses se passent relativement bien, de façon générale, vous êtes obligé d'aller encore plus loin pour éviter ces dépendances pathologiques donc, au maillage. Et donc, c'est là où rentre en jeu les modèles qui sont très développés aujourd'hui ou qui ont le vent en poupe, c'est tous les modèles d'endommagement à gradient, le gradient d'endommagement. On parle de modèles régularisés d'endommagement. Donc, l'objectif, c'est de sortir du caractère local de la loi que je viens de présenter, de passer donc à quelque chose de non local. Et donc, comment on fait ça? Si je rate, c'est vraiment quelque chose qui est autour des travaux qui ont été développés par Marigot, Francfort, que je vais essayer de résumer ici en restant dans le cadre thermo. Donc, vous donnez toujours la même énergie potentielle si revenu dans le cas sans pression. Et vous devez avoir un potentiel de dissipation et vous régularisez ce potentiel de dissipation par l'introduction de termes non locaux qui sont les termes de gradient. Vous avez le choix de régulariser plutôt sur l'énergie. Là, vous tombez sur un autre modèle qui est le modèle de Frémont-Neja. Et en fait, le fait de privilégier, de choisir plutôt cette régularisation vous met directement en lien avec le problème de la rupture qu'elles ont fait Marigot et Francfort. Donc, vous connaissez avec la possibilité de pouvoir passer directement à la problématique de la fracture. Donc, lorsque vous faites ça, vous avez un critère d'endommagement qui est non local maintenant. Et donc, vous avez les équations d'évolution qui sont données par ces trois équations que vous êtes dans la possibilité de traiter. La seule chose, c'est que sur le plan numérique, vous devez développer des outils assez précis pour pouvoir prendre ce caractère non local de l'endommagement. Donc, une des idées, c'est de proposer une formulation variationnelle donc, de ces problèmes d'endommagement. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant dans ce cadre thermodynamique. Il suffit pour cela,
introduisez une grandeur globale qui est le champ de déplacement et le champ d'endommagement, vous introduisez des énergies globales et un potentiel de dissipation globale puisque intégré sur l'ensemble de la structure. Vous écrivez la règle de normalité, à savoir que les forces irréversibles doivent appartenir au sous-différentiel de cette quantité. C'est des choses qui se démontrent de façon directe. Vous tombez sur un principe variationnel en vitesse et précisément parce que le potentiel que vous avez ici est homogène de degré 1, vous pouvez intégrer en temps et donc vous tombez sur une fonctionnelle qui est une fonctionnelle d'énergie totale qui est précisément la fonctionnelle de Marigot qui est utilisée beaucoup en lien aujourd'hui avec ce qu'on appelle les modèles de champ de phase. Donc ça me donne l'occasion de commenter un peu la fièvre champ de phase qui se développe depuis quelques années, pas seulement en France, mais surtout à l'extérieur. Donc il faut dire qu'il y a une possibilité donc, de faire un lien entre les modèles d'endommagement que je vais présenter, donc la version régularisée, avec d'abord les problèmes de fracture. Donc c'est le lien qui a été fait donc, dans l'approche variationnelle de Jean-Jacques Marigot. Mais quand vous regardez maintenant ceci, les applications qui sont faites sont des applications souvent plutôt, vous avez des sollicitations de type traction, et ce que vous voulez, c'est de pouvoir les appliquer en géomécanique. Donc là, une attention à faire, c'est qu'aujourd'hui, pour des sollicitations qui sont des sollicitations de type compression, bah, il faut aller beaucoup plus loin, et donc pour faire un couplage entre la plasticité et l'endommagement. Ça a été commencé déjà. Je vous conseille ce temps de Cyril qui va parler un peu des premiers travaux un peu dans ce domaine. Alors, il ne faut pas croire que la seule façon d'aborder cette question, c'est de passer par ici. Il y a d'autres approches, dont Samuel Forest qui doit être dans la salle, des modèles micromorphiques, je pense, qui permettent de faire des choses de très très grande qualité. Donc, on peut rester un coup d'œil sur ça. Il y a une approche qu'on est en train de développer aujourd'hui, c'est plutôt de faire une régularisation, non pas sur la loi du comportement, mais sur le solveur numérique. En particulier, on utilise les modèles dits SPH qui sont très utilisés en mécanique des fluides. D'ailleurs, il y a une session semi-plénière là-dessus, dans quelques jours, sur ces techniques SPH, où la régularisation se fait dans la loi locale, dans la méthode numérique, à travers le solveur, qui est une méthode particulière, en fait, qui peut être du monde local. Donc, je vous renvoie à la session S11 où cet après-midi, Raphaël va présenter les travaux qu'on a réalisés. Donc, je voudrais mentionner quand même en lien avec ceci que vous exposez également autour des fractures qui se fait dans notre équipe à Jussieu actuellement. Ce premier travail où on mesure des propriétés de fracture dans les roches argileuses, justement, dont je vais parler, et puis le travail de Mathias qui parle plutôt de fracturation en milieu hétérogène. Donc, je vais essayer d'avancer puisqu'il me reste une vingtaine de minutes. Donc, je vais entamer maintenant la seconde partie. La seconde partie, je vous avais dit au départ que je vais avoir deux classes de matériaux. Et donc là, je viens de finir avec les quasi-fragiles. Il y a encore des choses à faire. Je vais m'intéresser maintenant aux roches ductiles poreuses. Donc, si vous vous rappelez, je vous avais parlé de la génie du Calovo-Asphodien dans le problème du stockage souterrain, donc action coordonnée par exemple. Là, si on regarde maintenant la microstructure, là je suis en plan, mais c'est le même que je vous ai montré en 3D. La microstructure de ce matériau, il se fait qu'on peut établir une corrélation entre la carte de porosité du matériau et sa microstructure. En particulier, la porosité qui est très importante dans ce matériau de l'ordre de 12 à 15% se trouve entièrement ou pour l'essentiel confinée à l'intérieur de la matrice argileuse. Autrement dit, vous êtes à la tête maintenant d'un problème d'homogénéisation où vous avez un matériau avec des particules vraiment fortes. La matrice elle-même placée se trouve être une matrice argileuse. Donc, on a travaillé beaucoup dans ce sens. Et donc, on a un problème où on fait une double homogénéisation, d'abord sur la matrice poreuse placée, ensuite la matrice renforcée par les particules. Je vais me concentrer, compte tenu du temps que j'ai ici, sur essentiellement la partie qui concerne donc la poroplasticité de la matrice argileuse, donc une matrice argileuse avec une porosité qui peut être très importante. Donc dans ce domaine, on rentre dans un monde qui dépasse carrément le cadre de la géomécanique. Donc d'abord ça a démarré sur les métaux, donc je reparlerai rapidement du modèle de Gusson tout à l'heure, mais vous avez une série de papiers ou de publications très importantes autour des questions de rupture ductile, donc des matériaux, donc plus pour les métaux, je vais parler plutôt plus des roches argileuses, donc il y a
y a la keynote de Gilles Brosselet qui propose une approche phénoménologique tout à l'heure, juste après cette session. Donc, c'est intéressant qu'il faut aller regarder. L'approche dite par analyse limite, qui est celle sur laquelle je vais me focaliser tout à l'heure, donc avec un certain nombre de travaux qui ont été développés. Je conseille aussi là celui plénière de Sébastien Bercier qui va aller plus loin puisqu'il va nous présenter des résultats plutôt en contexte dynamique. Je vais rester ici en situation quasi-statique. Et puis il y a les modèles d'homogénéisation non idéale, les approches rapportionnelles dont je n'ai pas le temps de parler et dont beaucoup de collègues qui sont dans cette salle travaillent, en particulier les collègues du CEA et de l'IRSN à Cadarache travaillent beaucoup pour d'autres matériaux sur ces approches, derrière les deux approches, à la limite et homogénéation non idéale. Donc la théorie de l'analyse limite, là aussi c'est quelque chose qui dépasse la poroplasticité. Donc les pères fondateurs de l'analyse limite, c'est Rodney Hill et Daniel Drucker, donc d'ailleurs dans deux papiers de référence, donc le premier de 51 de Hill et le deuxième de 52 de Drucker. D'ailleurs, de façon assez bizarre, Drucker a corrigé le papier de Hill et en fait, le point de vue qui est resté est plutôt celle de Hill. Donc, on pourrait rediscuter au point que récemment, avec Jean-Baptiste Leblanc, on a écrit un papier pour clarifier un peu ces questions du rôle de l'élasticité en particulier lorsque vous utilisez la poroplasticité. Donc, je n'ai pas le temps de regarder cela. Mais de quoi il s'agit? Vous avez une cellule donc, du matériau hétérogène, pour voir, ça serait une cellule poreuse ici en particulier. Et cette cellule, vous connaissez l'information que vous avez, c'est les propriétés de résistance que vous avez dans la matrice. Et ce que vous voulez savoir, c'est comment la présence de la porosité affecte la résistance macroscopique du milieu que vous traitez. L'objectif derrière, c'est d'avoir un critère de plasticité que je suis capable d'intégrer dans une loi de comportement pour fabriquer en fait une loi. Donc je vais montrer un prototype. Donc l'idée est la suivante, c'est tout simplement que si vous avez un critère de plasticité, on peut démontrer que c'est tout à fait équivalent à donner la fonction d'appui de ce critère de domaine convexe qui définit le critère de plasticité. Et ce que vous voulez, c'est de chercher l'équivalent macroscopique de cette fonction d'appui et vous vous appuyez tout simplement sur lui qui est un théorème bien connu, c'est le lemme de Newton, qui vous assure cette inégalité. Et en gros, vous pouvez trouver une borne supérieure de la surface de charge admissible en tenant compte de cette inégalité. Donc il y a des difficultés, je n'ai pas le temps de rentrer dedans dans ce calcul, même si la définition elle est assez simple, c'est que non seulement donc ici c'est le taux de déformation et donc c'est une approche eulérienne qui est faite ici, donc c'est un taux de déformation eulérien classique, cette quantité, vous savez la calculer à partir de ça, et vous devez minimiser en choisissant des champs de vitesse. Les difficultés, c'est de trouver le bon champ de vitesse d'essai pour pouvoir faire ce principe variationnel. La deuxième chose, c'est de pouvoir calculer, réussir analytiquement à calculer cette moyenne donc, sur le volume élémentaire représentatif. Donc il y a des difficultés, mais dont je ne vais pas rentrer dans, vous pouvez trouver dans le papier qui fait ça, je reviendrai sur le cas des géomatries. Donc le prototype de cela, c'est le modèle bien connu de Gulson et il s'agit d'une matrice de Mises, donc en plasticité, donc une matrice incompressible et vous allez donc vous décapiter. Et Gulson réussit donc à obtenir donc, le critère macroscopique qui est un critère de Mises étendu, puisque vous avez maintenant l'apparition des thèmes de pression hydrostatique qui apparaît dans ce critère. Et donc si vous représentez en fonction de la porosité, voilà les surfaces de charge que vous avez alors que dans l'espace sigma équivalent, alors que le critère de Mises c'est juste une droite horizontale. Donc une fois que vous avez ça, le résultat aussi de la théorie, vous pouvez montrer que la règle de normalité que vous supposez à petite échelle se transpose à grande échelle, donc vous êtes en droit d'utiliser en fait cette règle de normalité pour trouver la loi de comportement et la plastique du matériau. Donc c'est le taux de déformation plastique qui est donné par ceci, et en particulier la dissipation qui est l'ingrédient supplémentaire dans le modèle de Gulson, c'est bien ceci, c'est la loi d'évolution de la porosité. Il s'agit bien d'une porosité eulérienne ici, qui est donnée donc, par une relation avec le taux de déformation volumique plastique. Et une question naturelle qui se pose, c'est de savoir si je rajoute à la règle de normalité cette règle d'évolution, est-ce que le modèle de Gulson est un modèle thermodynamiquement consistant ou plus précisément, est-ce que ça rentre dans le cas des matériaux standards généralisés?
de ce point de vue, il y a ce que j'appelle les rumeurs urbaines. Les rumeurs urbaines disent sans aucune démonstration que le modèle de Buisson ne serait pas un modèle thermodynamique consistant et en tout cas pas conforme au cadre des matériaux standards généralisés. Donc c'est cette rumeur urbaine que je vais tuer en 2 minutes maintenant. Donc pour pouvoir faire cela, vous êtes obligé, pour faire la démonstration, de revenir à un cadre qui est bien connu en géomécanique. C'est la poroplasticité des milieux saturés au sens de Coutts, dont j'en parle à nouveau. Dans ce cadre, il est montré, et c'est connu en géomécanique, que la bonne grandeur thermodynamique, c'est la porosité lagrangienne et non pas la porosité eulérienne. Je pourrais prendre le temps de démontrer, mais en gros, si vous voulez voir la variation de l'espace poral, c'est bien à la porosité lagrangienne qu'il faut s'adresser et non pas à la porosité eulérienne. On établit dans ce cas que cette porosité eulérienne plastique, si je suppose que les évolutions sont toutes irréversibles en termes de porosité, phi point P, elle est reliée au F point que j'ai montré tout à l'heure, l'eulérienne, plus une quantité F trace de dp. Et en particulier, lorsque vous êtes donc, dans le cas incompressible, vous trouvez ça, ce qui vous renvoie directement au résultat de Buisson que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc il y a un point qui est essentiel dans l'analyse de ces milieux poreux, c'est de prendre la bonne variable. La bonne variable, c'est la porosité lagrangienne et non la porosité eulérienne. Une fois que vous dites ça, il faut faire la démonstration que ça se conforme au cadre des matériaux standards généralisés. Donc pour ça, vous reprenez complètement la théorie de la poroplasticité au centre de Cauchy, donc qui vous dit que vous avez donc, comme variable d'état, et donc E, la déformation, et phi, la porosité lagrangienne, et que vous pouvez prendre comme variable interne la déformation plastique et la porosité plastique avec cette décomposition additive. Vous écrivez l'énergie de ce système, vous pouvez montrer que la dissipation s'écrit sigma dp plus une contribution de la pression. Donc cette contribution de la pression, tout est parfaitement défini à partir de ce qui. Donc, lorsque vous choisissez la porosité lagrangienne comme variable, vous avez bien une dissipation qui vient de cette porosité. Elle est P, phi point P, mais précisément dans le modèle de Buisson, P est égal à 0, d'où la dissipation que je vous avais montrée. D'accord? Donc, pour le montrer, il faut, pour montrer que c'est bien ça n'a généralisé, vous êtes obligé d'étendre le modèle de Buisson donc, à la poroplasticité des milieux saturés. Résultat de W1 et de vous montrer que cette contrainte effective reste valide à cause de l'incompressibilité. Vous avez ceci et vous écrivez les deux lois d'évolution qui sont ceci et cette loi d'évolution phi point P précisément avec ce critère de ceci. Il faut bien voir dans ce jeu, il y a une cohérence qui vient de la phase solide que vous avez en place et de la contrainte effective, le fait que vous avez sigma et P comme paramètre de chargement. Est-ce que ces contraintes effectives se combinent pour donner une contrainte effective qui est celle que j'ai indiquée dans le papier de lui encore mieux. Ils ont en particulier insisté sur le fait que si vous changez de matrice et d'autres matrices de cas par exemple, vous avez d'autres contraintes effectives qui sont tout à fait conformes à la construction de la loi. Donc le résumé de ce que je viens de présenter, c'est tout simplement que oui, le modèle de Buisson est de type standard généralisé, à la condition que vous mettez la porosité lagrangienne comme variable interne. Il se fait qu'on pourrait se poser la question du coup, est-ce que ce que tout le monde fait pose problème? En fait, il se fait que vous avez une relation biunivoque entre cette porosité lagrangienne et la porosité eulérienne. Autrement dit, tout ce que vous implantez jusque-là sur la porosité eulérienne reste validé, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, mais la consistance thermodynamique exige de faire ceci en particulier si vous écrivez le potentiel de dissipation. Cette relation qui fait l'évolution fait partie de tout ça. Alors, tout ça, c'est très bien. Il se fait que ça n'est valable que pour la plasticité des métaux poreux. Et maintenant, la question que je vous pose, c'est de savoir est-ce que nous sommes en mesure d'étendre ceci pour les géomatériaux. Donc, les géomatériaux ont deux spécificités d'abord. J'ai insisté sur le fait que vous avez des changements de compression. Ça, c'est une première spécificité, en particulier dans les ouvrages. Il se fait que les matériaux, de fait de leur microstructure, précisément, sont des matériaux qu'on dit plastiquement dilatants. C'est-à-dire que ça donne des déformations volumiques plastiques à l'opposé des métaux. Et donc, vous devez trouver un critère approprié qui rend compte de l'existence de cette déformation volumique plastique. Donc, deux grandes lois de comportement ou critères plutôt qui sont utilisés. C'est le critère de Duncker-Prager. Donc, je suis toujours dans l'espace
contrainte hydrostatique, contrainte diélectrique. Le misère, c'est celui-là. Le critère traverse ceci et qui est défini par un angle de frottement. Le critère s'écrit comme un misère c'est tendu. Et donc, vous pouvez reprendre l'analyse de Luson et vous aboutissez à un critère de plasticité macroscopique. C'est un travail qui a été fait avant nous, donc en particulier par une équipe suédoise autour de Hugo et Faristorg, donc qui ont obtenu un critère. Et donc tout ce que nous on a fait, je le vois, parce qu'ils ont fait un certain nombre d'approximations autour de ce critère. Est-ce que c'est un critère qui reste valide? C'est là où rentre en scène donc, mon ami Joseph Pastor et son fils Franck Pastor, avec qui on a eu une collaboration de très longue date. Autant ici on développait des techniques d'analyse limite théorique, autant ils ont la possibilité donc, de faire de l'analyse limite numérique. Et donc on a construit des bornes qui sont des bornes supérieures et des bornes inférieures. Donc c'est les deux bornes numériques qui sont là et on montre que c'est tout à fait conforme. Alors, une fois que vous faites ça, vous implémentez ça dans une loi de comportement et vous appliquez ça à des matériaux dont vous disposez. Et donc, on était sollicité à l'époque par les gens qui travaillent en ingénierie pétrolière et qui avaient donc une craie qui est une craie fortement poreuse, et en particulier, vous trouvez ça, le tunnel sous la Manche, vous avez des craies qui sont à très très forte porosité. Et donc, dans ces craies, vous avez deux mécanismes qui sont en jeu, des mécanismes de compaction de corps autour du confinement, et puis des mécanismes de cisaillement de plans également. Donc ces deux mécanismes sont en compétition. Il est difficile de rendre compte correctement de ce comportement. Donc ce qu'on a fait, c'est que ce modèle a été calibré sous un chargement hydrostatique où on augmente la pression. Donc vous pouvez avoir de la plasticité à pression. Si je reviens en arrière, autant vous avez vu le Drucker-Prager, j'avais pas de résistance en compression hydrostatique sur la courbe qui est ici, vous en avez une. Autrement dit, tous ceux qui font les modèles de cap, ils peuvent venir, maintenant on peut collaborer. Je n'ai pas besoin de mettre un cap sur le Drucker-Prager, sur ce critère, tout ça suffit. Et donc voici les simulations pour des pressions plus modérées et plus élevées. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut suivre l'évolution de la porosité. Et en fait, si vous n'avez pas cette évolution de la porosité, vous ne pouvez pas représenter correctement ceci. Alors, malheureusement, je n'aurai pas le temps. Donc, il y a un domaine qui est très important en génie civil, c'est en fait le rôle du troisième invariant. C'est très connu, le troisième invariant. On découvre dans d'autres domaines de la mécanique. Tout à l'heure, les deux critères que je vous ai présentés, c'est les deux premiers invariants du transfert de contrainte. Le troisième est très important aussi pour des raisons que je ne vais pas le temps de développer. Et donc, le critère adapté, c'est le critère de mort pour nous. Et donc, typiquement, c'est un critère beaucoup plus compliqué comparé à ce critère. Et donc, là, on a réussi. C'était assez difficile, mais du point même de vue méthodologique, on a dû reformuler le problème d'homogénéisation en un problème d'optimisation sous contrainte qu'on a résolu. Donc, ça a fait l'objet de deux papiers dans le JMPS. Donc, je vais passer. Dernière chose, et puis je m'arrêterai là. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes très content, vous avez construit un joli modèle théorique qui semble marcher, même si vous avez des approximations. Vous devez regarder maintenant en détail si ça marche aussi bien. À nouveau, on fait appel donc aux connaissances de Joseph Pastor, l'analyse limite numérique dont j'ai parlé. Donc, il s'agit de combiner des méthodes d'éléments filés avec des techniques d'optimisation qui prennent les mêmes contraintes que l'analyse limite théorique que j'avais. Et donc, si vous faites cette comparaison, on est agréablement surpris parce que ce n'était pas trop attendu. Les prédictions du modèle théorique se trouvent complètement en accord donc avec les bornes numériques. On a cherché, on n'est pas maso, mais on a quand même cherché donc, des situations où ça ne marcherait pas, on en a trouvé. Et donc la situation, c'est lorsque vous avez un angle de frottement relativement élevé et une porosité qui est aussi relativement élevée, on a vu des situations pour lesquelles l'approximation n'est pas très bonne. Mais on sait, c'est parce qu'on a fait un certain nombre d'hypothèses, en particulier sur le traitement des conditions d'admissibilité dans ça. Donc, je finis. Donc, au lieu de faire une conclusion de ce que j'ai présenté, en gros, le message que vous pouvez recevoir, c'est que la micromécanique apporte des contributions spécifiques à la géomatériaux, d'où mon titre d'ailleurs, à savoir mariage d'intérêt, mais je pourrais dire mariage de raison aussi, où la géomécanique a besoin de la micromécanique. Mais vous avez vu aussi à travers mon talk que la micromécanique s'enrichit de nouvelles problématiques précisément parce qu'on s'adresse à des questions qui relèvent de la géomécanique. Plutôt que de faire ça, je vais juste tout rappeler, tous ceux dont je n'ai pas parlé rapidement, et sur le fait quand même, si j'avais le temps, on aurait pu. Les travaux sur
les milieux multifissurés avec Hélène Wellman, on a développé à la suite des travaux de Dragon et Anne à niveau une approche micromécanique sur les milieux qui sont initialement anisotropes, orthotropes. Donc c'est quelque chose qui a été publié dans le GL. La poroplasticité peut être appliquée au milieu granulaire. Je sais que si j'avais présenté ça, j'aurais intéressé plein de gens. Au lieu que la microstructure de votre géométrie soit du type matrice inclusion porosité, comme j'ai présenté, si vous aviez un milieu granulaire, on a réussi à faire ça. Et il y a des résultats très très surprenants. D'abord, c'est quand je justifie le fameux modèle de Camclé, donc qui date des années 60 de l'école de Cambridge, c'est assez connu autour de Roscoe. On a montré aussi les lignes d'état critique qui existent en mécanique des sols et qui peuvent être expliquées du point de vue micromécanique. Un travail très très important qu'on a également fait, c'était avec mon ami Géry de Saxon à Lille, dans le cadre de la thèse de Chen Long. C'est très important pour la géomécanique également, c'est la plasticité non associée. Tout ce que je vous ai raconté depuis le début sur la plasticité, c'est dans le cadre de la plasticité associée, donc le cadre de latérostandard généralisé où j'avais introduit les deux potentiels. Il se fait que lorsque la plasticité, l'écoulement n'est plus associé, ce cadre ne marche plus. Et Géry de Sassé a introduit essentiellement une théorie dite de bipotentiel pour lequel vous remplacez le potentiel de dissipation par une fonction à la fois paramétrée par le champ de contrainte et le champ de déformation. Et donc on a mis en place des techniques variationnelles étendant l'analyse limite pour ça, c'est donc le travail de la thèse de Chen. Le nanoporeux, tout à l'heure je vous ai montré aussi l'argilite. Si j'avais regardé la taille des pores à l'intérieur de la matrice argileuse, cette taille de pores tourne autour de 20 nanomètres, 40 nanomètres. Ça veut dire qu'il y a des effets de nanoporosité, des effets de taille qu'il faut prendre en compte, que je n'ai pas eu le temps de présenter ici. Bon, ça, c'est la thèse du Spelaka qui a eu le prix Paul Jenner lors de la dernière session. Donc, développement important, parce que dans tout ce que j'ai fait, on a procédé en deux temps. On utilise l'analyse limite pour fabriquer le critère de plasticité et on s'en sert ensuite pour faire une loi de comportement. Il y a une façon beaucoup plus directe de faire ça, c'est de coupler dès le départ dans le problème d'homogénéisation l'élasticité et la plasticité. Pour ça, vous devez faire appel à d'autres méthodes d'homogénéisation non linéaire. Et en particulier, on a commencé des travaux sur la méthode incrémentale variationnelle qui a été introduite par Pierre Suquet et Noël Laennec dans le cadre de la plasticité des métaux. On a travaillé avec Michel Barret et Fox Mulder pour généraliser ceci en prenant des effets d'éclissage. On est en train de réfléchir ensemble pour voir comment on peut appliquer ça à un interprète avec l'éclissage. Ce n'est pas un travail encore fini. Je vais m'arrêter. Merci. Merci beaucoup, Jimédo. Donc, on est vraiment très pressé par le temps, donc on va prendre uniquement deux questions, là, une à droite et une à gauche. S'il y a des questions, j'imagine qu'il y en a. Pour répondre très clairement, la pratique en géomécanique, c'est de s'appuyer beaucoup sur des essais mécaniques. Donc, les essais qui sont des essais dits de triaxial de révolution, qui sont de la compression triaxiale, où maintenant on fait des essais triaxiaux vrais. Ça reste des réponses mécaniques. Vous avez vu certains résultats que je vous avais montrés, ça a permis juste de comparer. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, pour le développement de ces modèles, où on fait quand même des choix de mécanismes, il est très important que ces choix de mécanismes puissent être validés également. Donc, les expériences, je vais dire, qui manquent, mais elles sont déjà en route. Donc, en particulier, je pense aux travaux de Michel sur l'agilite, consiste en fait à aller regarder du point de vue microstructural dans ces matériaux, au cours de l'évolution, ce qui se passe. Donc, à nouveau, là, on essaie de regarder les mécanismes de déformation qui sont en jeu. Aujourd'hui, si j'ai que les essais de compression triaxiale, je peux ne pas discriminer réellement entre des modèles qui sont différents.
Ceci dit, vous avez bien compris que j'ai identifié deux grandes classes de matériaux et les modèles ne sont pas du tout interchangeables. Pas du tout.